si vous voulez réussir dans la vie, il faut parler anglais. Alors, puis mon père, un vrai colonisé, là, il serait fendu en quatre pour plaire aux Anglais. Mais là, il y avait l'armée, puis je me faisais arrêter par un soldat qui était super nerveux, puis moi aussi, là, fait que... Mais c'était quoi le crime de ces gens-là? On leur a raconté que les autres, ils étaient pendus, puis etc. Le 15 novembre 1976, c'était la victoire. On avait l'espoir que ça pourrait changer. Est-ce que c'était une soirée de party? Absolument, absolument, une partie solide. Puis je vais vous dire, mon père, il a voté Parti québécois. Quand la reine est arrivée, ben, les policiers, ils tournaient le dos à la reine pour voir s'il y avait du monde qui viendrait attaquer la reine. Alors, la reine est passée, il y avait à peu près personne, puis les policiers, ils tournaient le dos. Puis là, il l'a-tu dit pour vrai? Il l'a dit! Est-ce que je rêve? J'ai crié assez fort, là, je pense qu'ils m'ont entendu jusqu'à Montréal. Ah ouais? Et à cause de cette manifestation-là, l'évêque a rompu toutes les négociations avec le RIN et n'a jamais voulu entendre parler d'une fusion du Parti québécois avec le RIN. Ben, en tout cas, Puis moi, j'ai même vu quelqu'un qui se promenait en voiture, c'était écrit « Kiss the Canadian, French Canadian Today ». Hey, je me disais « Essaye-toi pas ». Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous. Juste avant de commencer l'épisode, comme vous l'avez vu, on organise un marathon de 30 heures pour les 30 ans du référendum de 1995. Donc, c'est un grand moment, c'est un grand rendez-vous. Et je voulais vous présenter, si vous ne l'avez pas déjà vu, notre bande-annonce pour l'événement. Mais juste avant, je vous invite également à vous abonner à Génération Oui pour nous soutenir dans cet effort de faire gagner le camp du oui. Nous, on pense que ça va se gagner par les médias sociaux et c'est pour ça que Génération Oui existe. Donc, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, aimez, partagez nos publications. Ça nous aide énormément. Ça fait travailler l'algorithme pour nous. Donc, là-dessus, je vous laisse à la bande-annonce de notre marathon de 30 heures en direct sur YouTube et sur Twitch le 25 octobre et le 26 octobre. Soyez-y. Nous autres, on va être là puis on veut faire du Québec un pays. On va parler justement du référendum de 95. On va regarder des archives. On va regarder des entrevues. On va recevoir des gens en entrevue plutôt. Puis on va faire la fête. Donc sur ce, je vous laisse sur la bande-annonce et je vous souhaite un bon épisode. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que l'option du non remportera ce référendum. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Soyez donc honnêtes. Dites donc aux Québécois, comme vous avez dit aux Américains, nous sommes des séparatistes. Puis vous allez en manger une belle. Quand on veut devenir un pays, comme en 95, on était proche, on était à un poil de devenir un pays. T'as les Canadiens du reste du Canada, les autres provinces qui débarquent ici en masse à Montréal pour venir manifester, nous crier « We love you Québec » parce qu'ils sont pas capables de le dire en français. Ils sont obligés de venir nous dire « S'il vous plaît, partez pas ». Et on a raté par une petite marge, hein? Quelques dizaines de milliers de voix. Bon, ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se crache dans les mains et on recommence! Nous vivrons bel et bien un troisième référendum sur l'indépendance du Québec. C'est désormais une certitude. C'est quand même beau ce qui s'est passé. De voir dans les assemblées, l'une après l'autre, ces jeunes dont on disait l'avenir de leur pays, ça n'a pas d'importance, et qui venaient de plus en plus nombreux en disant le pays, on veut l'avoir. Et tant que les jeunes penseront ça, on l'aura le pays.
Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Hélène Gay. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait très plaisir. Moi, parler d'indépendance, j'adore ça. Fantastique. Et on est également avec David Jobin, mon co-animateur. Merci beaucoup d'être là, David. Ben, merci, Marc. Un beau dimanche après-midi. On est des passionnés. On vous remercie d'ailleurs. Ben, on fait partie de la gang. On fait partie de la même gang. Donc, vous êtes membre du nouveau comité des Oui Québec, les têtes blanches pour le oui. On va pouvoir en parler dans cet épisode-ci. On est très, très, très heureux de vous recevoir parce nous, on est Génération Oui, mais on veut s'adresser à toutes les générations. On pense que l'indépendance, c'est vraiment, ça va se faire avec toutes les générations. Donc, voilà, sans plus tarder, on va également parler de vos souvenirs par rapport à l'histoire. Vous avez notamment vécu des périodes qu'on n'a évidemment pas vécues, notamment les 2 référendums, la fondation du Parti québécois, le RIN. Donc, on va pouvoir revenir là-dessus. Mais juste avant, comment êtes-vous devenu indépendantiste? Oh là là, ça fait... Là, vous me ramenez loin dans le temps. En 1971, j'avais 17 ans. J'ai lu le livre de Marcel Chaput qui s'appelait « Pourquoi je suis séparatiste ». Et à la fin du livre, il y avait une formule d'adhésion au RIN que j'ai signée, postée, etc. Je suis devenu membre du RIN à ce moment-là. Peut-être vous raconter un peu comment c'était à Montréal. En 1971, on sortait de l'ère de Duplessis. Le Sage avait été élu l'année précédente. Montréal, c'était une ville vraiment séparée en deux, là. La rue Saint-Laurent séparait l'Est de l'Ouest, l'Est étant les ouvriers pauvres, l'Ouest, les anglophones patrons, plus riches. Il y avait évidemment dans l'Ouest quelques îlots de francophones, là, entre autres Outremont, qui était l'endroit où vivaient les professionnels québécois, puis quelques personnes perdues un peu partout là, dans l'Ouest. Moi, mes parents habitaient Notre-Dame-de-Grâce, et puis, bien évidemment, mon père travaillait au Canadien national. Mon père, sa grande ambition dans la vie, c'est que ses enfants soient bilingues. Il disait qu'être bilingue, c'était être supérieur. Il fallait qu'on parle anglais. Son obsession tout au long de notre vie, c'est-à-dire, si vous voulez... J'ai un frère, nous, avec mon frère, si vous voulez réussir dans la vie, il faut parler anglais. Alors, puis mon père, un vrai colonisé, là, comme Bourgault puis d'Allemagne l'ont expliqué, il serait fendu en 4 pour plaire aux Anglais. C'était vraiment, c'est humiliant. Alors, quand j'ai lu le livre de Chaput qui expliquait comment, dans la fonction fédérale, fonction publique fédérale, les francophones étaient traités, ça a tout de suite suscité quelque chose chez moi. Et c'est comme ça que je me suis engagée au RIN. Un sentiment d'injustice? Oui, absolument, envers les Canadiens français. Ouais. On ne disait pas québécois à ce moment-là, on disait encore Canadien français. Donc, vous avez lu le livre de Marcel Chaput, oui, Pourquoi je suis séparatiste, c'est ça. Qui est une tête d'affiche pour les plus jeunes qui ne le connaissent pas. C'était qui exactement, Marcel Chaput? Marcel Chaput, c'était un fonctionnaire fédéral, puis il parlait de lui, là, de lui-même. Il a fondé le RIN je crois que c'était en 70. Ça faisait juste un an qu'il était fondé. Bourgault n'était pas encore arrivé, mais il va arriver très tôt, là, après. C'était pas quelqu'un qui suscitait une grande adhésion, là, mais son livre, en tout cas, a suscité chez moi là, quelque chose de passionnant. C'est l'un des premiers livres, d'ailleurs, que j'ai lu sur l'indépendance du Québec. J'avais trouvé ça. Je trouvais que le titre était assez évocateur. Là, Pourquoi je suis séparatiste. Séparatiste, c'était très négatif à ce moment-là dans la société. Hein, c'était pas beau, là. Il avait fait une grève de la faim aussi, si je me souviens, pour l'indépendance. Ça se peut. Aujourd'hui, pourquoi êtes-vous toujours indépendantiste? Oh mon Dieu, j'ai jamais cessé d'être indépendantiste. Pour moi, c'est fondamental. Là. Le peuple québécois, c'est un peuple, il y a un territoire, c'est une nation. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas indépendant. Le droit des peuples à l'autodétermination, ça s'applique autant à nous autres qu'à n'importe quel autre. Et on a tout ce qu'il faut pour être un pays. Et c'est vraiment incroyable qu'on soit encore sous le joug du Canada anglais quand on est un des 2 peuples fondateurs. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je suis indépendantiste. C'est aussi simple que ça, pour moi, l'indépendance du Québec. On a, comme vous le dites, on a un territoire, on a une nation, on a une culture, on a une histoire, on a une langue, on a une culture unique. Oui.
Comment ça se fait? Puis l'histoire du Canada a fait en sorte qu'on a toujours été maltraités dans le Canada. Que ce soit les troupes de 1837, l'acte d'Union, la Confédération, la conscription. Vraiment, là, on y trouve pas notre compte dans le Canada. Mais c'est pas surprenant parce qu'à l'origine, notre adhésion au Canada, ça s'est fait par les armes, ça s'est fait par la conquête. C'est pour ça qu'on est un peuple conquis, annexé par la force. Là, on le répète beaucoup ici, mais il faut le rappeler. On n'a jamais adhéré de joie à ce grand projet-là. Même quand on était sous le joug de la France, on aspirait aussi à notre autodétermination. Ça n'a jamais changé, là. Oui. Mais on a toujours été réprimés, puis autant par les élites politiques que par les élites religieuses, là. Les curés ont joué un très mauvais rôle au Québec là, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Là. C'est pas pour rien qu'on insiste tellement sur la laïcité. Les gens de ma génération là, ont subi ça, là, puis ont vraiment pas apprécié. D'ailleurs, les années 60, c'est qu'on appelle la Révolution tranquille, c'est une révolution politique, mais c'est également une révolution culturelle, une révolution sociale et une révolution féministe aussi. On aura l'occasion d'y revenir. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. On est très heureux de pouvoir aborder ces grands moments de notre histoire. Mais si on revient à l'indépendance, pour moi, votre explication, elle est claire de pourquoi faire l'indépendance du Québec. Comment ça se fait qu'on n'est toujours pas un pays? C'est une grande question, hein? Oui, c'est une grande question. Si j'avais la réponse, là, j'aimerais bien ça, mais écoutez, on a évolué. Bien, écoutez, dans une de ses conférences, Bourgault dit qu'en 1966, il y avait deux partis indépendantistes, le RIN et le RN, qui était une branche plus conservatrice, là. Les deux ensemble ont obtenu à l'élection 66, là, 9 et quelques pourcents du pourcentage du vote. En 70, le Parti québécois a eu 20 en 73, 30 et gagné l'élection en 76. Il y a toujours eu quelque chose, un mouvement indépendantiste, puis il a grossi avec des leaders qui en parlaient, parce que, évidemment, c'est pas les curés, ni le gouvernement fédéral, ni le Duplessis, ni les élites canadiennes, françaises qui étaient accoquinées avec les patrons anglais qui allaient nous faire l'indépendance. Ils nous ont toujours prôné la soumission, la prudence. On entend encore d'ailleurs ces discours-là, là, qu'on n'était pas capable, puis on n'avait pas les moyens, puis on n'était pas assez instruits. Ce qui n'est pas faux, là, d'ailleurs, pour faire notre propre pays. Mais pourquoi on ne l'a pas encore? Ça s'en vient. Vous pensez? Oh oui. Ah oui. Vous avez fait mention de votre père qui était, selon vous, un colonisé. C'est quoi un colonisé pour les plus jeunes qui nous écoutent? Parce que c'était plus présent à l'époque du RN. Dans les années 60, là, au RN, c'était aussi une école de formation. Hein? On nous a fait lire les livres de Jacques Berck sur la colonisation, d'Albert Memmi aussi. Puis on s'est mis puis André d'Allemagne a publié un livre qui s'appelle Le colonialisme au Québec. On s'est mis à regarder ça, puis étudier notre propre situation. Puis on a vu que c'était beaucoup comme ça. Tout le monde là, qui prêche la bonne entente, il faut s'entendre avec les Anglais, etc. Puis mon père, là, en travaillant au Canadien national, là, il avait même changé son nom pour plus avoir l'air d'un anglophone. Il s'appelait Jean Gay, mon père. Il a changé son nom pour Jimmy Gay. Puis il y a ses enfants, il les a appelés avec des noms qui peuvent se dire en anglais Helen Gay, Michael Gay. C'était extrêmement important pour lui. Fallait être accepté des Anglais. On vivait à Notre-Dame-de-Grâce, c'était pour ça aussi. Il fallait pour être capable de réussir dans la vie. Puis pourtant, quand il y avait des postes en promotion au Canadien national, il venait toujours faire venir un Anglais. Vous n'avez pas vécu ça, là, mais il y en a d'autres peut-être qui l'ont vécu. Donald Gordon, qui était le président du Canadien national, était même déclaré publiquement, quand un journaliste lui a posé la question pourquoi il n'y avait pas plus de Canadiens français cadres ou haut placés au Canadien national, il a dit tout simplement c'est parce qu'ils ne sont pas compétents, il n'y en a pas des compétents. Il n'y avait aucune gêne à ce moment-là. Maintenant, ils sont un peu plus gênés. Là. Michael Rousseau, il n'a pas dit ça. Là. Il a dit qu'il nous a flattés comme quoi on est tellement tolérant qu'on permet à quelqu'un qui ne parle pas français de faire sa vie au Québec. C'est aussi insultant, là, mais c'est moins... C'est une belle prouesse intellectuelle. Oui, c'est ça. Mais c'est moins clair, là, c'est moins direct. Mais à l'époque, le mépris il était affiché là, pour dire ça. Là. Absolument. J'imagine que ça a provoqué un mouvement de révolte quand il a dit ça?
Ben oui, moi, c'est la première manifestation auquel j'ai assisté, c'est d'aller manifester devant la gare centrale. Mon père était Insulté. furax. Sa fille, il va perdre mon emploi. Qu'est-ce que tu fais là? Évidemment, dans une manifestation, on n'est pas. C'était pas écrit mon père travaille à l'Organisation nationale. C'est juste que ça n'avait pas de bon sens de se faire insulter comme ça. Ben oui, c'est totalement méprisant. Mais ça, c'est pas justement une raison pour laquelle on n'est pas un pays, justement parce qu'il y a comme un peu cette colonisation qui est un peu rentrée dans beaucoup d'esprits de Québécois, de OK, on a un petit peuple, on n'est pas capable, puis on se est fait pour un petit dire... pain, puis bon, Puis là, ben, les familles, je veux dire, j'imagine que ouais. vous, ça n'a pas nécessairement eu une incidence, mais j'imagine qu'il y a des parents, ben, des familles ou leurs parents qui leur répètent constamment C'est que sûr. l'anglais, c'est la... Puis eux, ils font juste intérioriser ça, puis ils sont comme, je vais Absolument. adopter cette Absolument. posture. Puis le clergé n'a pas aidé là-dedans. Là. Il nous disait qu'on était nés pour un petit pain, puis il fallait gagner notre ciel. Puis... Mais franchement, là, je pense que ça pogne plus maintenant, là, ce discours-là. Je pense qu'au moins, tout le mouvement, la progression du mouvement indépendantiste nous a libérés de ça. La même affaire qu'ils nous ont libérés aussi du joug religieux. Là. C'est pas pour rien qu'on réagit si violemment, là, violemment, c'est un peu fortement, mettons, à la renaissance de la religion dans les écoles, dans la rue, etc. Là. On l'a vécu, là, on sait ce que c'est, là, puis on ne veut pas revoir ça. Là. Mais comment qu'on se sort de ça? Parce que moi, j'ai l'impression qu'effectivement, comme vous le dites, les élites anglophones vont être plus prudentes à utiliser ce genre de vocabulaire-là à C'est l'endroit ça. des Québécois C'est ça. francophones. C'est pas clair, mais... Mais il y a ça- quand même encore un peu de sentiment colonisé C'est chez la évident, population. c'est évident. Moi, je le vois constamment, des gens qui disent que la culture québécoise, c'est moins bon que la culture américaine, Absolument, qu'on serait mieux de parler en anglais. Puis oui, puis on serait mieux. Puis on parle mal, nous autres. On parle pas aussi bien que les Français, puis on a un dialecte, puis bon. Mais juste cette pensée-là aussi de se dire, on serait pas capable d'être un pays. Ça vient du colonialisme, ça Ouais, vient absolument. d'un sentiment de soumission. Absolument, oui. Comment justifier qu'il y a 195 pays dans le monde, Oui, puis que le Québec serait pas capable d'en être un? Pour moi, c'est du colonialisme, c'est super fort. Mais vous absolument. en êtes sorti de ça, oui, malgré mais un Je contexte... pensais pas que les jeunes, en tout cas, normalement... Puis il faut dire aussi que dans mon temps, là, il y avait quoi, 10-12 d'universitaires. Maintenant, vous êtes 50 là. Alors, l'instruction, puis ça aussi, là, c'est beaucoup là, les élites québécoises qui ont fait... Puis canadiennes françaises, là, québécoises, là, qui ont fait en sorte que l'éducation, c'était quelque chose de très important. Le Sage a commencé ça, mais Parizeau, puis Lévesque, puis Gérin Lajoie, puis Guy Rocher, on fait en sorte que l'éducation au Québec est maintenant supérieure, là, et puis ça nous a fait faire un grand bond en avant, là. Oui, c'est sûr que ça a aidé. Ah, ben, Mais c'est clair. on retrouve quand même un peu ce discours-là aujourd'hui, même Ouais. chez des universitaires. En Moi, tout cas. à l'université, je parlais à des gens qui me disaient ça, là, qu'on serait pas capable, puis que la culture québécoise, c'est moins bon. Puis... En tout cas. Mais je pense que ça a progressé. Mais ouais, parce que, en tout cas, peut-être que vous en entendez, mais je pense que ça doit être très marginal parce que c'est ridicule de toute façon. Oui, C'est oui, ridicule. tout à fait. Donc, vous vous êtes impliqué au Rassemblement pour l'indépendance nationale, notamment de Pierre Bourgault et de d'autres, qu'on connaît sous le nom de ARIN. Oui. Donc, vous avez adhéré au ARIN avec le livre de Marcel Chaput. Quand vous avez commencé à vous impliquer? Bien, faut dire que j'étais assez jeune, là, hein? 17 ans. Certain, j'étais pas dans les hautes sphères, là, tu sais, mais j'avais une admiration importante là, pour Bourgault, Mme Ferretti, Guy Pouliot, qui était le vice-président, qui habitait Québec, André d'Allemagne, certainement. C'est vraiment pour moi, là. Puis quand le RIN a décidé de devenir parti, on a fait un programme politique, on a beaucoup travaillé sur le programme politique. Puis en 66, là, j'étais dans la vingtaine, là, j'ai travaillé à l'élection d'André d'Allemagne dans Outremont. On n'a pas gagné, là, mais on a appris à faire des élections. Nous autres aussi, on est capables. Il n'y a pas juste les gouvernements fédéraux qui sont capables de faire ça, là. Écoutez, 10 du vote en 66, là,
c'est 9 et quelque chose, là, mais c'est vraiment un exploit. Là. Ça, c'était pour le ARN et l'ARN. Oui, RN en même temps, oui. Puis dans Outremont, comment que ça s'était passé, votre Ben non. campagne? Ça, là, à Outremont, là, vous avez les professionnels québécois qui travaillent pour des Anglais. Là, non. On n'a pas eu un score. On n'a même pas été proche de gagner. Non. Mais est-ce que la campagne s'est bien passée? Comment que ça se passait à ce moment-là? À ce moment-là, ça va peut-être vous surprendre, mais la femme de André d'Allemagne, c'est Lisiane Gagnon, qui est devenue fédéraliste par la suite, mais elle était à ce moment-là indépendantiste. Elle travaillait même au journal de l'indépendance qui s'appelait le Journal du RN. OK, je la connais pas. Ça a été un chantre du fédéralisme important après quand elle est devenue rédacteur à la presse. Ah oui, OK, un grand changement. C'est rare qu'on voit ça de passer de... C'est triste. Ouais. Oh non, il y en a. Oui, il y en a. Là, Pour la carrière, là, il y a des gens qui sont prêts à faire bien des compromis. C'est souvent dans ce cas-là qu'on voit le changement. Quel souvenir gardez-vous également des premières... Avez-vous assisté à des assemblées du ARN? Oui. Surtout dans Montréal. Là. Et puis, en 66, c'est plutôt en 65, là, parce que c'était un an avant l'élection, je suis allée avec un autre groupe de jeunes jusqu'à Sept-Îles pour assister à l'Assemblée d'investiture de Bourgault sur la Côte-Nord, parce qu'il s'est présenté sur la Côte-Nord, lui. Hein. Alors, son Assemblée d'investiture, c'était à Sept-Îles. Puis, on est parti dans une petite voiture, pas un sou. Il avait pas assez proche d'être élu, Pierre Bourgault, oui, dans cette lui, île. c'est lui qui avait une meilleure score. Oui, il avait pas assez proche. Oui, effectivement. Deuxième dans la circonscription, je pense. C'est ça. Puis de pas loin, je me souviens pas du score. Ça. Mais Ça aurait été bien qu'il soit élu, mais... l'histoire aurait peut-être été différente à ce moment-là. Puis c'était comment les assemblées du ARN à C'était cette très, époque-là? très vivant, très studieux, très, très vivant. D'ailleurs, le Parti québécois a hérité de la tradition du RN. Les premières assemblées du Parti québécois étaient très, très studieuses. Là. C'était vraiment une grosse discussion, mais polie dans ce temps-là. On ne se garochait pas des cailloux. Là. Est-ce qu'il y avait C'était beaucoup de vraiment... débats? Oui, énormément. Puis, parti, à ce moment-là aussi, on se voulait à gauche, là. Laïque aussi, là, contre l'Église catholique à ce moment-là, et à gauche, là. Alors, il y avait des propositions. Par exemple, est-ce qu'on allait faire l'école laïque? Différentes discussions, là, vraiment une planification aussi. On regardait la France, là, qui faisait une planification. On pensait faire une planification, nous autres aussi, là. Il y avait eu, à ce moment-là, l'expérience du BANQ, le Bureau d'aménagement d'Est du Québec, qui était une planification de cette région-là. Là. Il y avait des expériences là, intéressantes, puis on embarquait à plein là, pour la modernisation du Québec. Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes? Ah, on était tous des jeunes. Je pense que Bourgault puis d'Allemagne étaient les plus vieux. Là. Il y avait quel âge environ? Il était dans la trentaine. Là. Okay. Probablement 35 peut-être, là, mais pas plus vieux que ça. Là. C'était quoi la dynamique d'être un jeune indépendantiste à ce C'était moment-là? pas ça. Il n'y avait pas de jeunes vieux, c'était tous des membres du RN. Il y avait beaucoup d'étudiants, on était beaucoup étudiants, puis des jeunes qui commençaient à travailler. Il y avait beaucoup des jeunes dans l'Est de Montréal, d'ailleurs, plus des Canadiens français. De l'Ouest, pas mal moins. Ouais, Normalement. Mais plus à Montréal qu'ailleurs, évidemment. Quand tu n'as pas de moyens, quand tu commences, tu n'as pas de moyens. Si tu commences à Montréal, il y avait Guy Pouliot à Québec, mais c'était pas... Ben, il y avait un noyau à l'Université Laval de jeunes. Ben quand même, aujourd'hui, le mouvement indépendantiste, il est pluriel, mais on voit, dépendamment qu'une personne est plus âgée ou plus jeune, que les raisons d'être justement dans le mouvement indépendantiste ou les injustices que ces personnes-là rencontrent, à l'époque, c'était vraiment... Il n'y avait pas du tout de ces notions-là qui venaient en rentrant. Puis je pense même que dans d'autres partis politiques non plus, il n'y avait pas ça des groupes de jeunes. C'était pas comme ça. C'était tout Toute le la monde, société là, était plus jeune. Là, on partageait pas. Puis c'était pas homme-femme non plus. C'était pas... Il n'y avait pas de comité de conditions féminines. C'était tout le monde. T'sais. En tout cas, à mon souvenir, là, peut-être que j'ai tort, là, mais moi, je voyais ça comme ça. Là. Les assemblées du ARN, quand on regarde des images aujourd'hui, on trouve que c'est très galvanisant. Les discours de Pierre Bourgault, c'est probablement... Oui. C'est un orateur exceptionnel, Pierre Bourgault. Un leader aussi. Puis il était un peu coquin, là. Hein? Il faisait Quand il nous emmenait à Québec pour le samedi de la matraque, là, sa petite stratégie était le fun, là. C'était quoi? Ce qu'il voulait faire, c'est que pendant presque 3-4 mois, là, il a dit au monde, venez pas à Québec, là, ça va être dangereux, on sait jamais, un
fou, là. Non, on ne sait pas, là. Fait que, il a fait en sorte qu'il n'y a pas de monde à Québec. Puis il a fait une assemblée la veille au soir en disant aux gens qui étaient là, parce qu'il y avait quand même du monde verrienne qui était là, vous allez vous asseoir, puis vous allez, sur le cortège de la reine, vous allez vous asseoir, puis vous allez l'empêcher de passer. Évidemment, tout le monde s'est fait arrêter. Les gens se sont fait matraquer. C'est pour ça que ça s'appelle le samedi de la matraque. Puis quand la reine est arrivée, ben, les policiers, ils tournaient le dos à la reine pour voir s'il y avait du monde qui viendrait attaquer la reine. Alors, la reine est passée, il y avait à peu près personne, puis les policiers, ils tournaient le dos. Ah, OK. Ça, en faisant en sorte qu'il y ait des journalistes de l'international qui viennent. Alors là, ça a fait... C'était audacieux. C'était quand même coquin, là. Ouais. Puis il organisait aussi beaucoup de manifestations à ce moment-là. Ça brassait pas mal, oui, hein? Oui. C'était comment, les manifestations comme celle-ci? Puis les autres? Ben, c'est encore aussi beaucoup de jeunes, là, avec nos pancartes. Là, on commençait, hein. Dans les années 50, là, des manifestations, il y en avait des manifestations syndicales à Murdochville, entre autres, là, mais une manifestation politique, là, ça, c'était pas mal nouveau, ça. Oui, mais ça brassait. Ah, ben c'est sûr. Ça brassait beaucoup. Sûr. Oui. Mais on changeait, on était dans un changement, parce qu'il n'y avait pas juste l'aérienne, hein, il y avait les artistes, Ferland, Ferland un peu plus tard, mais L'Éveillé, Vigneault, Pauline Julien ont commencé là, à ce moment-là. Parce qu'avant ça, là, la musique, c'était américain, puis les chansons françaises, mais vieilles, là, c'était pas vraiment intéressant. Là, il y avait un mouvement artistique en plus, c'était extraordinaire, les années 50. Les années 60, pardon. En 1967, d'ailleurs, il y a la visite du fameux général de Gaulle qui fait le tour du Québec, qui fait des discours dans... extraordinaire. Extraordinaire. Ben moi, à ce moment-là, j'habitais... Évidemment, quand tu vas à l'université, quand tu es jeune, tu rencontres ton mari, tu te maries. Mon mari a eu un emploi à Québec. Je suis partie à Québec en 67. Ça faisait pas 3 semaines qu'on était donc, j'ai pas vu le général de Gaulle à Montréal, mais on l'a vu à la télévision. Ah, mon Dieu! J'ai crié assez fort, là, je pense qu'ils m'ont entendu jusqu'à Montréal. Ah oui? On n'en revenait pas. On était tellement contents, ça n'a pas de bon sens. Puis, petit Jean Drapeau qui se met à y faire la leçon, là, vraiment, c'était le cheap. Oui, ben c'était colonisé. Colonisé, oui. C'est le cas de le dire. Ah oui, là, il a été le porte-parole du colonisateur. Ah, franchement. Mais ça devait être... honteux. Tu sais, pour nous, c'est une période historique, puis on connaît l'histoire, mais de le vivre en temps réel, de voir le général de Gaulle... C'était extraordinaire, extraordinaire. Je peux pas vous dire comment est-ce qu'on était contents. Parce qu'on se rappelle du fameux « Vive le Québec libre », mais tout son discours était très inspiré, notamment quand il commence en disant « Je me trouve ici dans un climat qui me rappelle celui de la libération en France. » Tu sais, déjà, ça donne le ton. Il va doucement. Vive le Québec libre. Là, tu dis pour vrai. Il l'a dit! Est-ce que je rêve? C'était... Je n'avais pas idée comment est-ce qu'on pouvait être heureux. Puis ça nous a mis sur la scène internationale aussi. Ouais. Ah oui, ça donne, c'est sûr. Ben à ce moment-là, puisqu'il était président français, qu'il y avait la presse internationale, je pense que c'est la première fois dans notre histoire que le mot Québec a été traduit dans la plupart des langues. Effectivement. Parce que là, il fallait traduire le discours du général de Gaulle, parce que ça a eu une résonance, évidemment, internationale. Puis de Gaulle étant de Gaulle, il y avait des mots extraordinaires. T'sais. Tout ce qui est grouille, grenouille, qui scribouille ne fait pas l'histoire. Ça n'a pas d'importance, ça ne fera pas l'histoire. Oh, que c'était beau! Ça a donné du souffle par la suite, j'imagine, aux Ariane? Oui, mais l'année suivante, en 68, il y a eu la manifestation. Pierre Trudeau a été nommé président du comité de Saint-Jean-Baptiste. Puis il a incité pour venir s'asseoir sur l'estrade. Puis alors qu'il savait qu'il avait la parade de Saint-Jean-Baptiste, mais il savait aussi qu'il y aurait une manifestation. Alors Bourgault a été arrêté à ce moment-là. Et puis, l'évêque avait déjà commencé son mouvement Souveraineté Association et il négociait avec le RN et le RN la fusion des 3 partis politiques. Le RN s'est sabordé, puis, il s'est fusionné avec le Parti québécois, le MSA. Et Bourgault ne s'entendait pas. C'est-à-dire que c'est plutôt l'évêque qui ne s'entendait pas avec Bourgault. Et à cause de cette manifestation-là, l'évêque a rompu toutes les négociations avec le RN et n'a jamais voulu entendre parler d'une fusion du Parti québécois avec le RN.
Ah oui, OK, c'est pas à cause de cet C'est à événement-là? cause de ça. Parce que l'évêque voulait que ça soit rassurant, puis qu'il n'y ait pas de trouble, puis pas de manifestation, puis pas d'affaires qui retroussent là. Oui. Et donc, il restait à Bourgault. Qu'est-ce qu'on fait avec le RN? L'évêque ne veut pas de nous autres. Qu'est-ce qu'on fait avec le RN? La seule solution, c'était de dissoudre le RN. C'est ça. Ça a été d'une tristesse. En tout cas, moi, j'ai pleuré à ce moment-là. Puis tout le monde qui était alentour de nous autres, là, c'était la fin d'une belle expérience. Vous êtes-vous impliqué par la suite au Parti québécois dans les années qui ont suivi? Bon, d'abord, je vais te dire, j'ai eu 2 enfants là, en 70, 73. Ça quand même, ça coupe un peu là, la militance, là, parce que c'est quand même plus intense. Là. Et puis, j'ai vécu une vraie peine d'amour du RN à ce moment-là. Et je trouvais pas ça intéressant du tout, là, ce que l'évêque proposait. D'abord, c'était plus l'indépendance. L'indépendance, c'était trop radical. C'était devenu la souveraineté. Évidemment, sur le plan lexical, c'est la même chose. C'est équivalent. Mais sur le plan politique, ça ne l'était pas. L'indépendance, c'était radical. La souveraineté, c'était raisonnable. Après ça, c'est devenu la souveraineté et l'association. Puis après ça, c'est devenu, dans un seul mot, la souveraineté association, traduction, un seul mot. Pour finir avec la question de 1980, voulez-vous donner mandat au gouvernement de négocier l'association avec le Canada, puis vous revenir dans un deuxième référendum avec le résultat de la négociation? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une stratégie ridicule. Là. Évidemment, la première chose que Trudeau a faite, Trudeau père, là, a faite, c'est de dire on négociera jamais une association économique avec le Québec. Bon, c'était... Ouais. C'était vraiment triste. Là. En tout cas, moi, j'ai pas apprécié du tout les débuts du Parti québécois. Non. Beaucoup de rancœur envers... La rancœur, c'est surtout de la tristesse. C'est une peine d'amour. Oui. Puis c'est ça, donc en 1968, quand on parlait de la manifestation, c'est la veille, c'est à la Saint-Jean-Baptiste. C'est la veille de l'élection. C'est la veille de l'élection fédérale où Pierre-Éliott Trudeau va se faire élire. Puis pour lui, c'était une stratégie évidente et claire pour montrer au Canada anglais, regardez, moi, je vais me tenir debout face aux séparatistes. Puis je suis votre homme. On était en pleine Trudeau-manie, puis les Québécois ont voté Trudeau, comme ils ont voté Carney la dernière fois. C'était quoi, ça, la Trudeau-manie? Trudeau, c'était un beau gars. Là. Ouais. Puis, il se présentait bien. Puis là, les foules le suivaient. Comme ils ont suivi Justin Trudeau. Là, c'était un groupie. Là, puis, est-ce que vous le ressentiez autour de vous? C'était-tu moi, j'ai jamais bien aimé Trudeau. Évidemment, mon père était en amour avec. Là, mais moi, j'ai plutôt trouvé Trudeau détestable. Là, tout le temps. Là. Il était fendant. Il était arrogant. Il était vraiment... D'ailleurs, à cette manifestation-là, c'est là que Jacques Langto et Paul Rose vont se rencontrer parce qu'ils se font arrêter par la police. Je ne sais pas, là, mais je vous crois sur parole. Là. Puis ils se font mettre dans le camion, comment on appelait ça, le panier à salade, donc la fourgonnette de la police. Puis c'est là qu'ils se rencontrent. Jacques Langto qui avait le front en sang, Paul Rose qui s'en occupe, qui l'aide, qui lui vient en aide. Puis là, on parle justement, c'est ça, le début du FLQ. 1968, ça commence à brasser un peu plus. On voit que dans les manifestations, il y a beaucoup de répression policière. C'est un climat vraiment tendu là, au Québec. Extrêmement. Puis il y avait toute la problématique linguistique à ce moment-là aussi. Là. À peu près au même moment, Daniel Johnson est décédé. Il a été remplacé par Jean-Jacques Bertrand. Jean-Jacques Bertrand avait passé une loi, la loi 22, je me rappelle bien, qui donnait le libre choix de la langue d'enseignement. C'était pas tellement intéressant. Puis en même temps, on avait cette réflexion-là à ce moment-là, que l'assimilation, ça passait par l'école. C'était encore vrai, là, mais ça passait par l'école. Puis les pressions de la communauté anglophone sur les politiciens québécois, qui étaient très fortes à ce moment-là. Là. Elle est moins maintenant, mais dans ce temps-là, ça comptait pas vrai. A fait en sorte que l'Union nationale a adopté le principe de le libre choix des parents à l'école de langue.
anglaise ou française, Ouais. qui a été corrigée après par Robert Bourassa avec la loi 22, en disant qu'il fallait avoir une connaissance suffisante de l'anglais, parce que le libre choix permettait aussi à des francophones d'aller à l'école anglaise. La loi 22 disait qu'il fallait avoir une connaissance suffisante de l'anglais pour être admis à l'école anglaise, puis ça se mesurait avec un test. C'était pas satisfaisant. Le monde était dans la rue, là, plusieurs manifestations sur les lois linguistiques. Oui. Donc là, le climat monte. Il y a ces lois-là linguistiques. Il y a les tensions dans les manifestations. Il y a Pierre Bourgault, qui est un excellent orateur, qui galvanise les foules. L'appui à l'indépendance monte. Et là, donc, il y a le FLQ, la crise d'octobre, finalement, en 1970. C'est ça. Comment ça se passe de votre côté? Encore une fois, j'étais à Québec, là, la crise d'octobre 70. Je vais vous dire, d'abord, il y a eu l'enlèvement de James Cross. Là, tout le monde était sidéré. Qu'est-ce que c'est ça, là? Puis après, la lecture du manifeste du FLQ à la télévision. Il avait été lu à la radio, mais à la télévision. Et moi, je me suis surprise à être d'accord avec ce qui était dit dans le manifeste du FLQ. Et franchement, là, j'avais bien plus peur de l'armée que j'avais peur du FLQ. J'étais à ce moment-là en 3e année de sciences politiques et je travaillais en même temps. Mon mari avait obtenu un stage en France de septembre à décembre. Et j'étais donc toute seule avec un bébé de 6 mois. Et il y avait du monde, tout le monde, tout le monde. Plusieurs personnes autour de moi se faisaient arrêter. Il y avait une rumeur qui circulait que tous les anciens membres du RN allaient être interrogés par la police. J'étais dans ce cas-là, là. Vraiment, moi, j'ai eu la peur de ma vie, là. Mais pas du FLQ. FLQ, c'était des petits gars bien sympathiques, là. Sympathiques, qui ont fait des choses pas correctes, là. Mais leur pensée politique... Écoutez, là, ce qu'ils disent là-dedans, là, c'est que les Québécois sont exploités. C'est tout à fait vrai, là. On ne peut pas dire que c'était faux, là. Alors, mais c'était vraiment traumatisant. Puis je vais vous dire, il y a plusieurs personnes de mon âge qui sont traumatisées. Parce qu'à Oui Québec, on nous a demandé si on ferait quelque chose pour l'anniversaire d'octobre 70. Et il y a certaines réticences, là. Les gens gardent des mauvais souvenirs de ça, là. Alors, c'est sensible un peu, là. C'était un climat de terreur quand vous parlez que plusieurs personnes autour de vous se faisaient arrêter. Oui. Est-ce qu'ils se faisaient arrêter parce qu'il y a eu 500 arrestations, notamment Guy Pouliot a été arrêté. Ouais. On voyait les choses à Montréal. Moi, j'étais à Québec. Pauline Julien qui est arrêtée, Gérald Godin, Michel Chartrand. C'est des gens qu'on connaissait. Mais pourquoi on les arrêtait? C'était ridicule, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis à Québec, Guy Pouliot, parce qu'il avait été vice-président du RN, puis moi, j'avais le frère d'une de mes amies, puis l'autre voisin que je connaissais. Vraiment, là, c'était... Puis dans le travail que je faisais à ce moment-là, c'était des recherches pour la Commission d'Orion. La Commission d'Orion, c'était sur l'intégrité du territoire. On cherchait à savoir si le gouvernement du Plessis avait limité ses claims miniers à la frontière ou s'il avait débordé au Labrador, parce qu'il y avait encore une interrogation là, sur la frontière du Québec. Et je faisais des recherches dans les voûtes du Parlement. Et au Parlement, à ce moment-là, il n'y avait pas de sécurité. Là. On rentrait, puis on circulait comme on voulait. Mais là, il y avait l'armée, puis je me faisais arrêter par un soldat qui était super nerveux, puis moi aussi, là. Fait que c'était vraiment un climat épouvantable. Mais là, faut en parler de ça. Guy Pouliot, Pauline Julien, Gérald Godin... puis beaucoup d'autres, là. C'est ça. Ouais. Il y a eu notamment 500 arrestations à une nuit. Puis c'est pendant la nuit, l'armée qui rentre, qui défonce la porte. Moi, j'avais terriblement peur qu'ils viennent me chercher, puis mon bébé. Mais c'était quoi le crime de ces gens-là? La loi des mesures de guerre, il y avait le droit, les policiers avaient le droit de t'arrêter sans mandat. C'était ça, là, les mesures de guerre, qui a été adoptées d'ailleurs en pleine nuit, hein. Ils ont tous relâché après, là. Il y a personne il y a eu un procès, là. C'est pas à ce moment-là là, que les Roses ont été arrêtés. Vraiment, là, c'était une opération terreur, là. C'était juste ça. C'est ça. Ça a marché, hein. Ça a marché. Ça a fonctionné parce que ça rend les gens qui se font arrêter un peu infréquentables. Ça les rend un peu oh mon Dieu, ils se sont fait arrêter. Est-ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher? J'avoue que dans mon milieu, là, c'est pas ça. Là. Ils n'étaient pas infréquentables. Mais on avait peur, vrai, par exemple, de l'armée.
Pas Ouais. le FLQ. C'est je veux dire, il y a des gens là-dedans que je connaissais pas intimement, mais je savais qui étaient parce qu'ils avaient été étudiants en même temps pas à l'université. Ouais. C'est vraiment, là, tu sais, c'était pas... Puis quand ils ont parlé d'insurrection appréhendée, franchement, c'était... Ça, vraiment, là, c'est une opération juste pour nous faire peur. Parce que moi, c'est ça, je pense. Je pense qu'ils ont voulu rendre ces gens-là infréquentables, même si ça n'a pas fonctionné. Parce que quand quelqu'un se fait arrêter, tu te dis, ah, ben là, est-ce qu'il y a quelque chose à se reprocher? Ça Puis se on pourrait. n'est pas dans les détails. Que mon père ait pensé ça se pourrait. C'est ça, pas Mais vous. moi, Vous là, étiez indépendantiste, c'est pas ça etc. que Mais quelqu'un pas. qui suit ça de loin, Ça se pourrait. c'est peut-être ça se aussi pourrait. la logique du gouvernement Trudeau. Mais quand vous travaillez, là, juste le fait d'être absent sans raison pendant 2 semaines parce que vous êtes en prison, c'est pas bien bon sur votre dossier d'emploi, ça. Puis c'est ça, puis les gens qui se font arrêter, ils ont un prix à payer, comme vous le dites. Ils ont un prix à payer. Oui. Puis le prix aussi est psychologique parce que les conditions de détention, ils étaient immondes. Là, je me souviens pas des détails, là, mais les gens à la maison vont pouvoir aller chercher ça. C'est épouvantable. C'est pour les casser psychologiquement. Absolument. Ils ont été interrogés en pleine nuit, puis on leur a fait peur, puis on leur a raconté que les autres, ils étaient pendus, puis etc. Là, c'était épouvantable. Ouais. Vous, avez-vous été menacé par la police? Moi, je Ou par venais de l'armée? déménager, là. Fait que j'ai l'impression qu'ils m'ont pas trouvé, mais je suis pas certaine, là. Mais parce que j'aurais été dans le genre, là, qui aurait peut-être pu venir me chercher, là. Peut-être. Mais là, est-ce qu'il y avait un environnement un peu de peur ensuite, de se dire, OK, ça s'est produit, est-ce que ça se repasserait par la suite? Est-ce que Bien, vous, ça a vos sûrement proches- marqué, là. Ça a Ben sûrement oui. marqué l'évêque, entre autres, là. Mais pas tout le monde, là. Moi ça m'a rien fait, là, mais pas tout le monde, là. Mais je pense que Parce probablement... qu'au fond, je veux dire, j'imagine que même à l'époque, comme on le sait aujourd'hui, ces gens-là ont été arrêtés uniquement parce qu'ils étaient indépendantistes. Ben là. oui, ben oui. Donc, est-ce qu'à l'époque, justement, vous ressentiez peut-être dans vos entourages qu'il y avait des militants, des personnes impliquées dans le mouvement indépendantiste, politique ou pas, mais qui je sais avaient pas peur de... Je sais pas si les militants ont vraiment eu peur. Là. Je ne sais pas. Là. Vraiment, là, moi pas. Là. Mais puis les gens que je fréquentais alentour de moi, non plus. Mais ça se pourrait fort bien parce que c'était ça le but de l'opération. Là. C'était certainement pas parce que, tu sais, franchement... Parce que la En tout cas, justification... il n'y avait pas question de faire d'insurrection. Là. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Parce que pour eux aussi, je veux dire, du gouvernement canadien, c'était pour lutter contre le FLQ. Oui. C'est l'argument qu'ils ont mis de l'avant. Est-ce que c'est un argument qui était solide pour vous? À quel Mais- point, je veux dire, cette Mais- mesure-là, le poids que ça incarne... Dans la population en général, je penserais que oui. Je penserais que oui. Parce que je m'aperçois maintenant là, que des gens de mon âge, ils ont vécu ça assez mal. Fait que, donc, probablement, là, je penserais que oui. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis pas dans la... C'est un petit peu à part, là. Je suis pas dans la population générale, mais probablement que ça a eu cet effet-là. En tout cas... Trudeau a été élu, puis est réélu, puis Bourassa a été élu, puis bon... Puis le cabinet de Trudeau, justement, vous y avez fait mention, ils se sont justifiés en disant oui, mais on avait des informations à l'effet qu'il y avait une insurrection qui se préparait, puis qu'il y avait même un gouvernement provisoire, que le FLQ voulait faire un coup d'État et mettre en place René Lévesque et Claude Ryan comme premier ministre au Québec. Puis là, il avait dressé même la liste du cabinet, genre par exemple, tel il a ministère. même fallu que les réunions, les centrales syndicales fassent des réunions pour dire c'est pas vrai, là, c'est faux, ça, tout ça, là, ça n'a pas de bon sens. Pensez-vous qu'ils ont inventé ça, le gouvernement fédéral, ou ils se croyaient vraiment? Là, il faudrait demander à Marc Lalonde. Oui, Marc Lalonde, hein? Il n'a jamais voulu préciser sa pensée là-dessus. Je pense pas, non. Puis ça m'étonnerait que vous ayez des aveux de sa part. Là. Non, je ne penserais pas qu'il accepterait même de venir nous parler. Non, je penserais pas. Je penserais pas. On ne comptera pas là-dessus. On peut sauter dans le temps, donc c'est ça, il y a la crise d'octobre, il y a le manifeste. Finalement, après ça, il y a l'enlèvement de Pierre Laporte. Puis là, ça s'estompe un peu après ça, le mouvement. Ils ont recherché activement. Ça a duré dans le temps des fêtes. L'armée a été présente au Québec dans le temps des fêtes, jusqu'après les fêtes. Puis là, ils sont partis. Là. OK, ça s'est tiré quand même longtemps. Oui, ça s'est duré. À Noël, l'armée est encore là. Ils sont partis après le jour de l'an. Pas longtemps après, là, mais non, vraiment... Est-ce que c'était On y a partout goûté. au Québec?
Ben, en tout cas, Vous- c'était à Québec, c'était à sûrement Québec. à Montréal. C'était à Montréal. Est-ce que c'était à Rimouski, là, je peux pas vous le dire. Ouais. Là, je sais pas, là, mais Probablement dans les plus grandes villes. probablement. Mais au moins à Québec et Ouais, Montréal. à Québec, c'est clair. OK. Si on saute après ça dans le temps, donc la FLQ, 76. Ah, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Bon, la peine d'amour est passée. Puis La peine bon, d'amour est passée à ce moment-là. Évidemment, je suis embarqué dans le mouvement. Le 15 novembre 76, c'était la victoire. On avait l'espoir que ça pourrait changer. Vous êtes-vous impliqué dans la campagne? Je toujours, j'avais des enfants, hein, bien jeunes. Hein, tu sais, fait que, je pense que j'ai fait de la collecte de fonds, mais pas activement. Là, vraiment pas. Là. Non. Mais donc, le 15 novembre mais j'ai 76. certainement voté pour le Parti québécois. Puis le soir de la victoire, là, on s'est réunis. Il me semble que c'était au Colisée. Là, il y avait plein de monde. Puis d'autant plus que mon cousin Richard Gay s'est fait élire comme député de Tachereau. Il a été président de l'Assemblée nationale dans le même gouvernement après. Ah ouais, OK. C'était une soirée d'euphorie, bien, d'espoir. Oui, absolument. Est-ce que c'était une soirée de party? Absolument. Absolument. Une partie solide. Puis je vais vous dire, mon père, il a voté Parti québécois parce que, tu sais, il y avait Richard qui était le fils de son frère. Dans la famille, on se tient. Fait que, il a même voté Parti québécois. Contre sa conscience. Est-ce que c'est la seule fois qu'il a voté pour le Parti québécois? Tant que Richard était là, il a voté Parti québécois. Mais il a voté non, par exemple, au référendum. Ça, Okay. non. Ça, il pouvait pas... La famille, ça, c'est limite. Ben, quand même. Mais mon père habitait à Montréal, puis Richard était dans le comté de Tachereau à Québec. Là. Ouais. Mais c'est juste, il ne pouvait pas voter contre sa famille. Oui, c'est un geste symbolique. Mais cette soirée-là, du 15 novembre, c'est la première fois qu'un gouvernement indépendantiste prend le pouvoir, René On avait Lévesque. tous les espoirs. Tous les À espoirs. ce moment-là, j'avais gradué. Là. Je travaillais comme fonctionnaire au ministère des Affaires intergouvernementales. On administrait les échanges franco-québécois qui avaient été instaurés lors de la visite générale de Gaulle. Et on avait, avec un groupe de fonctionnaires, là, de collègues, là, étudié avant la victoire du Parti québécois, mais dans les mois qui ont précédé, la possibilité d'accession à l'indépendance. On avait étudié les modalités, tout ça, puis on était vraiment enthousiastes, mais prêts à faire quelque chose. On a été déçus parce que l'évêque ne voyait pas ça comme ça. Comment qu'ils voyaient ça? C'était pas un processus d'indépendance, l'évêque. C'était un processus de modification des relations avec Ottawa, mais c'était vraiment... L'association, il tenait vraiment. C'était pas... Même si on pensait que, bon, l'association, tu sais, c'est beau, là, c'est pour rassurer le monde. Non, il y tenait vraiment. Puis on a eu comme ministre, nous autres, aux Affaires intergouvernementales, Claude Morin. Claude Morin, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était qui? C'était quoi son importance? Claude Morin, c'était un prof d'université, hein, Claude Morin. Il avait été sous-ministre des Affaires intergouvernementales avant, puis quand il avait quitté le ministère, parce qu'il avait été sous le gouvernement libéral, là, quand il avait quitté le ministère, il nous avait écrit une lettre comme quoi il reviendrait. Puis là, quand il est revenu, il nous a sorti la lettre en disant « Vous voyez bien, je suis revenu. » Puis, ben, pour l'histoire des jeunes qui ne le savent pas, il a été accusé. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, d'avoir collaboré avec la GRC contre le gouvernement. Entre autres, il y a des documents du gouvernement puis du Parti québécois qui ont été donnés à la GRC par Claude Morin. Il y a 2 journalistes récemment, l'année dernière, qui ont fait des enquêtes à savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Parce que Claude Morin disait que lui, il maîtrisait le jeu, qu'il avait effectivement donné des documents, mais c'était pour les mal orienter dans une fausse piste ou quelque chose comme ça. Pour les flouer. C'était... En tout cas, on ne sait pas. Quand la nouvelle est sortie, l'évêque l'a appris par la nouvelle. Morin ne lui avait pas dit. Alors, c'était un peu... On ne sait pas. Mais ce qu'on sait assurément, c'est qu'il y a eu plusieurs rencontres avec des agents de la GRC. Oui. Il a été grassement rémunéré par eux. Oui, mais comme il dit que cet argent-là, il l'a donné à une œuvre de charité. Bon. Oui, ça aussi, il dit ça. Sa paroisse. Effectivement, c'est son... On ne sait pas. Puis, mais c'est ça. C'est Antoine Robitaille qui avait fait l'enquête, là, et sa conclusion n'est pas claire. On ne sait pas.
C'est disponible d'ailleurs sur Hélico, si les gens veulent l'écouter. Moi, je l'ai écouté, c'est fascinant, cette période-là de notre histoire. C'est aussi Claude Morin, celui qui a introduit l'idée de tenir un référendum pour faire la souveraineté, parce qu'avant ça, jusqu'en 74, donc de 68 à 74... C'est en prenant le pouvoir... C'était une élection référendaire. Oui. Puis Claude Morin, il a dit, ben on devrait rassurer les gens qu'on va faire un référendum. Puis sur le référendum, on va faire un deuxième référendum. Une autre affaire de compromis. Peut-être qu'on en fera un troisième rendu là, un coup parti. Fait que c'est ça. Puis je vais vous dire, Pierre Bourgault était tout à fait contre ça. Hein. Il disait faire un référendum, c'est donner une deuxième chance à l'opposition. Fait que, non, tu sais, c'était... non. Pierre Bourgault, il était pour une élection référendaire. Oui. Okay. Mais maintenant, là, moi, je pense que c'est plus possible parce qu'on a déjà fait 2 référendums, un troisième, si on compte Charlottetown. Si on s'engageait pas à faire un référendum, ça pourrait être perçu comme non démocratique. Mais, en tout cas... Mais une élection, c'est démocratique. Oui, mais à 5... Puis on a des gouvernements... À 5 partis, là, avoir 5 Il faudrait, pour que ça soit vraiment légitime, là, il faudrait avoir 50 du vote pour le parti qui veut déclarer l'indépendance. À 5 partis politiques, là, je suis pas sûr que ça soit ça prendrait une forme de convergence où on aurait plusieurs partis qui... Même une convergence. Dans le moment, vous avez 2 partis indépendantistes, 3 fédéralistes. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais. En tout cas, les libéraux ne voteront certainement pas ni les conservateurs, puis la CAQ non plus. On a souvent espéré, plusieurs ont espéré que Legault, finalement, il changerait d'idée puis ferait l'indépendance. Comme dans le temps, on avait pensé que peut-être que Bourassa changerait d'idée et ferait l'indépendance. Non. Ils ne changent pas d'idée, ce monde-là. Ils ne feront pas l'indépendance. Ouais. Pour faire l'indépendance, il faut voter le Parti québécois. Il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est ça, une élection référendaire, c'est un changement de paradigme, mais pour le moment, c'est dans la stratégie référendaire. Puis je pense même pas que c'est dans le programme du Parti québécois. Là. De ne pas faire de référendum. Non, il s'engage. Non, effectivement. Pour des raisons de morale démocratique. Oui. Mais en même temps, je me dis, il ne faut pas être plus catholique que le pape quand on voit que le gouvernement fédéral a violé le processus référendaire, a violé notre cadre législatif. Je me dis, bon Dieu, il faut peut-être changer de stratégie à un moment donné. J'adore la démocratie, puis je suis un grand démocrate. Je veux des référendums d'initiative populaire. Je veux des processus. En même temps, on essaie d'être exemplaire, puis de vraiment suivre les règles du jeu. Fait que on ne veut pas se faire accuser, puis... Mais... Qu'est-ce que vous voulez? Devenir un pays par voie référendaire, en plus, c'est une exception dans l'histoire du monde. Ça, c'est vrai. Mais bref, on peut continuer à être plus catholique que le pape. Allez militer au Parti québécois. Puis... j'y ai milité. Maintenant, c'est Génération Oui. Essayez de leur faire changer de... maintenant, je m'adresse à eux via... Le message est passé, les gens connaissent mon opinion, mais je suis quand même favorable au référendum, là, si c'est le choix démocratique. C'est pour ça qu'on est dans Oui Québec, hein, puis qu'on veut, on veut que le oui passe, là. Oui. Peu importe notre allégeance politique. Exact. Même les conservateurs, ils peuvent voter oui, puis on serait bien contents. Exact. On veut faire gagner quand oui, c'est important, puis au minimum, il faut voter oui. Absolument. Il y a 1980, justement, Grande déception, on parlait un peu des Yvettes avant de commencer l'épisode. Ça, c'est une tristesse, là. Malheureusement, Lise Payette s'est fait prendre là-dedans. Là. Ça a pas c'est de valeur parce que Lise Payette a fait des grandes choses. Entre autres, elle nous a accordé dans la négociation du secteur public, c'est à cause d'elle qu'on a eu le congé de maternité payé, là, ce qui n'était pas le cas avant. Là. Alors, c'est quand même une grande dame, là, puis elle a fait d'autres choses aussi, l'assurance automobile, plein d'autres choses. Elle a fait une gaffe, malheureusement, pendant le débat sur la question du oui. Là. Elle est allée dire que Mme Ryan, l'épouse du président du camp du non, qui était chef du Parti libéral du Québec, était une Yvette. Puis une Yvette, là, dans les livres où on apprenait à lire en première année, une Yvette, c'était une gentille petite fille soumise et agréable et serviable, etc. C'était pas particulièrement flatteur à ce moment-là, puis où le mouvement féministe commençait à prendre là, vraiment là, de la puissance, là. Alors, c'était vraiment triste. Puis, ce qui est arrivé, c'est que les libéraux en ont profité, évidemment, le camp du non, ont fait un grand rassemblement avec des madames qui étaient loin d'être des Yvettes, là. Je parle entre autres de Michel Tisser, là, qui était... puis beaucoup d'autres madames qui étaient des personnes qui travaillaient puis qui étaient autonomes, là.
Ils ont fait tout un chiard avec ça, puis ça a vraiment fait un problème. C'est pas seulement ça là, qui a fait perdre le camp du oui, parce que quand même, la marge est importante. Là. C'est 40-60, là, c'est quand même une marge importante, mais ça a fait du tort. Puis je pense que ça a surtout fait du tort à Mme Payette. Puis c'est vraiment triste. Enfin, c'est ça. Et c'est ça, dans les élections ou dans des référendums, il y a toujours des lapins qui vous sortent du sac que vous n'êtes pas capable de contrôler, puis ça arrive. C'est comme le coup de la Brinks aussi dans les années précédentes. Mais ça, c'était planifié, ça. Oui, ça, c'était bien planifié, du candidat. Oui, une parade de chars qui se promènent, de la Brinks qui supposément prennent les capitaux au Québec puis ils s'en vont importer en Ontario. Au cas où que le Parti québécois puis les méchants séparatistes prendraient le pouvoir. Comme si c'était comme ça que l'économie marche. C'est pas des chars pleins de pièces qui vont s'en aller. Voyons. En tout cas. Tout va fermer, ça va être la catastrophe économique. Ça impressionne, là. C'est fou, là. Mais c'est un bon coup de communication. Oui. Donc, c'est ça. Il y a eu au référendum de 80 l'épisode des Yvette. Quel autre souvenir gardez-vous de ce référendum-là? Bon, souvenir, c'est évidemment, là, à ce moment-là, je travaillais un peu plus. Là. L'autre souvenir que je trouve qui a été assez désagréable, c'est que moi, à ce moment-là, je travaillais pour la CEQ, Centrale des enseignants du Québec. Malheureusement, ils ont décidé de ne pas appuyer le camp du oui. La FTQ et la CSN non plus. Ça, vraiment, là, c'était malheureux, là. Et ça n'a pas été le cas en 95. En 95, les centrales ont appuyé, mais en 80, les centrales ont manqué leur coup, là. Pourquoi qu'ils ont refusé d'appuyer le camp du oui? Pour toutes sortes de raisons. Là. Il y avait beaucoup de monde qui était dans les mouvements marxistes-léninistes, entre autres, et puis toutes sortes de raisons. Je ne me rappelle pas exactement. C'était assez berlificoté. Il y avait eu des négociations aussi qui s'étaient étirées avec le gouvernement Lévesque sur les conditions de travail. C'est plutôt après, là, c'est en 82 qu'ils ont... Okay. Mais avant ça, il y avait le Front commun avait été évidemment formé. Et la négociation, comme toutes les négociations, était assez difficile. Mais c'était pas... On avait quand même réussi à avoir une convention collective qui était intéressante, là, avec l'indexation des salaires, etc., là. C'était pas vraiment... C'était toutes sortes de principes tarabiscotés. Donc, défaite du oui, je pense que c'était le 20 mai, le 15 mai? C'était en mai, moi. En mai 80. En mai 80. Mais ça n'a pas été aussi dur qu'en 95 parce que c'est attendu. On savait, là. En 95, on pensait vraiment que ça y était, là. On était sûr, là. Ouais. Donc, par la suite, rapatriement de la Constitution, le Canada trahit le Québec unanimement. Encore les fédéralistes nous disent, entre autres Lucien Bouchard vient de nous raconter ça, là, encore, là, que c'est la conséquence du non au référendum. Trudeau a toujours eu l'intention de rapatrier la Constitution. Référendum ou pas, il l'aurait fait pareil. Puis, il y avait dans sa tête, il voulait s'attaquer au pouvoir du gouvernement du Québec. Il a réussi. Sa fameuse charte des droits et libertés, là, il l'a imposée, puis on n'a rien eu à voir là-dedans. Là, on n'a pas pu résister. Puis oui, effectivement, il y a eu la nuit des longs couteaux. C'était assez désagréable. Ça aussi, c'est une période que j'invite les gens, si vous ne connaissez pas la nuit des longs couteaux, ça en dit extrêmement long sur le rapport du reste du Canada avec le Québec, qui s'était engagé avec le Québec à ne pas accepter le rapatriement unilatéral de la Constitution, puis tout a foiré. Puis, Parce que Jean Chrétien, dans la nuit du 4 novembre 1982 ou 81, je pense que 81, est allé négocier avec les premiers ministres de chaque province des petits accords pour leur donner des nananes. Tiens, on va vous donner telle nanane sur les droits des pêches, puis telle nanane, puis telle nanane. Il a négocié avec tout le monde, sauf le Québec, la majorité des provinces. Les délégations des différentes provinces étaient à Ottawa dans le même hôtel, puis nous autres, on était à Gatineau. De l'autre côté, il n'est pas venu nous voir. Quand vous dites nous autres, est-ce que vous étiez là? Non. Okay. Pas là. Je travaillais à ce moment-là pour la CQ. Je travaillais pour l'Association des enseignants du Nouveau-Québec. OK. Donc, après ça, il y a différentes périodes, notamment l'accord du lac Meech. L'accord du lac Meech où là, l'effervescence, après, une fois que le Canada, encore une fois, rejette nos demandes. Mulroney est arrivé au pouvoir à ce moment-là. L'évêque a fait parler du beau risque. Alors, de dépendance, souveraineté, association, beau risque.
Là, au Québec, c'était dans la déprime, là, vraiment. Là. Puis même au Parti québécois, Ouais. Pierre-Marc Johnson. Après ça, des leaders qui n'étaient pas... Ils étaient plutôt prudents, là. Tu sais, c'était loin d'être Parizeau, là. Le Parti québécois, là. Si vous pensez qu'après 95, on a eu une débarque, là, ben, dans les années 80, là, c'était assez triste, là. Oui, c'est difficile. Ouais. Donc, Alors Mulroney, Ouais. voulant réparer ce que Chrétien avait fait, convoque les provinces, l'entente du lac Meech. Il y avait 5 conditions pour que le Québec, parce que au gouvernement du Québec, on a toujours refusé de signer la Constitution de 82. Alors, Mulroney voulant que le Québec réembarque dans le Canada et fasse partie de l'enthousiasme constitutionnel, convoque cette conférence-là. Le Québec arrive avec 5 demandes, 5 conditions, dont, entre autres, reconnaître le Québec comme société distincte où le français est dominant, mais qu'on protège aussi les minorités. Je ne suis pas capable de m'en rappeler des 5, là, mais il y avait le droit de veto. Non, c'était pas... C'était quand le gouvernement fédéral investissait dans les programmes provinciaux, on avait le droit de retrait avec plein de compensations. Il y avait une consultation obligatoire sur la nomination des juges, des sénateurs. Les 2 autres, là, j'arrive pas. J'avais quelque chose comme un engagement à ne pas modifier les pouvoirs du Québec dans la Constitution canadienne. Puis il y en a un 5e, je ne me rappelle pas, là, mais ça se retrouve ça, sur Internet. Oui. Donc là, alors bon, c'est présenté, là. Ça a été, dans une première conférence, là, ça a été présenté aux différentes provinces qui se sont engagées à consulter leur assemblée législative, réciproque, et revenir 3 ans plus tard pour signer l'entente. Clyde Wells de Terre-Neuve a refusé. Ça a fait une espèce de crise de la Constitution. Puis il y a aussi au Manitoba Elijah Harper, qui, dans l'Assemblée législative, qui a refusé aussi l'entente de la baie James, l'entente du lac Meech. On n'a pas réussi à avoir l'entente. C'est ça, parce qu'au départ, c'était bien parti, on avait de l'espoir, on pensait qu'enfin, au moins, on trouverait une sorte de compromis avec le reste du Canada. Finalement, ça échoue. Oui, ça échoue. À ce moment-là, à la veille de la fête nationale. Lucien Bouchard était membre du Parti conservateur. Il démissionne. Avec Jean Charest, le gouvernement, le Mulroney, Jean Charest à ce moment-là était conservateur. Il essaye de faire des compromis. On fait une conférence à Charlottetown. On décide de faire un référendum sur les compromis, mais il y avait toujours la clause de la société distincte, là. Ah là là, le chiard que ça a fait au Canada anglais. Comment ça qu'ils sont distincts? Qu'ils ont plus distincts que nous autres? Puis les Autochtones qui embarquent dans le jeu, nous autres, on est les Premières Nations, puis ça a été refusé partout, y compris au Québec. Au Québec, on trouvait que c'était pas assez. Puis dans les autres provinces, ils trouvaient que c'était trop. Ouais. On n'était pas prêt pour s'entendre. Ça en dit long déjà, ça. Après ça, donc, ça mène le oui monte, notamment avec l'échec de l'accord du lac Meech, oui. Robert Bourassa, Terre-Juvès. Puis Parizeau prend le pouvoir en 94. Exact. Parizeau prend le pouvoir en 94, s'engage à tenir un référendum en 95. Dans l'année qui vient. Ouais. Il a effectivement tenu un référendum en octobre 95. La campagne référendaire, comment ça se passe? Là, encore une fois, toujours l'histoire de la question. D'abord, il a fait une entente avec l'ADQ, à ce moment-là, de Mario Dumont, avec le Bloc québécois de Lucien Bouchard, parce que Lucien Bouchard a fondé un parti politique en démissionnant du Parti conservateur, et le Parti québécois. Et dans cette entente-là, Lucien Bouchard a exigé, encore une fois, l'association dans la question. Alors, il y avait dans la question, c'était quand même, acceptez-vous que le gouvernement du Québec devienne indépendant après avoir proposé une association, puis bon, on reviendra une année plus tard. Voilà. Alors, il y avait toujours l'histoire de l'association là, pour Lucien Bouchard. La campagne a été extraordinaire. Vraiment, là, une campagne là, comme
comme c'est pas possible. Puis on voyait les sondages monter. Puis Parizeau a fait un geste vraiment un geste de gentleman. Il a comme cédé sa place à Lucien Bouchard, qui, d'après les sondages, était plus populaire que lui. Et Lucien Bouchard, en le nommant négociateur auprès du fédéral, là, juste pour le mettre en avant. Là. Lucien Bouchard était très populaire. Ah, il était très populaire. Il marchait Je ne sur sais bien l'eau. pas pourquoi, mais il était très populaire. Et puis, moi, je préférais largement Parizeau, mais c'est une question de goût, là. Et puis, l'appui montait. On était sûr. Le jour là, du référendum, d'aller voter tremblant, on était sûr. Puis là, mes fils qui étaient plus âgés, là, maintenant, il y avait 20 ans, il y en a un qui a travaillé pour le référendum, là, puis... quelle déception le soir. Ah, c'était épouvantable. Mais juste avant ça, c'est ça, l'appui au oui monte. Oui. Puis on voit ça, puis là, ça commence à faire peur au Canada anglais parce qu'il y avait eu un mot d'ordre du camp du non, de dire c'est une question québécoise, laissez-nous nous occuper de cette question-là. C'est nous on a de l'expérience pour battre les séparatistes. Parlez pas, parce que quand vous parlez, le reste du Canada, ça fait monter l'appui à la souveraineté. Donc, taisez-vous. Mais jusqu'à la fin, mais là, le chrétien, lui, il est venu faire son discours à la fin. Là. Puis même, il y a eu également l'histoire du Lavin. Parce que là, il y a des sondages qui donnent le oui gagnant. Oui. Le oui gagnant. Imaginez pendant une campagne référendaire l'espoir pour les indépendantistes. Moi, j'ai hâte de voir ça. Ça s'en vient dans quelques années. Mais à ce moment-là, donc, vous le vivez. Puis là, les Canadiens anglais se disent, OK, non, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils organisent le Lavin. Ils viennent manifester en masse à Montréal, en dépensant de l'argent illégal. Ils dépensent ils dépassent le plafond de dépenses autorisé par le cadre référendaire. Les avions étaient gratuits de Vancouver, de Winnipeg, du Nouveau-Brunswick, les autobus. Ça leur fait un beau voyage. C'est gratuit. Ils peuvent venir manifester à Montréal, ça leur fait un beau voyage. Là, ils envahissent les rues avec le drapeau canadien. Puis on vous aime! On nous aime! C'est effrayant comme on nous aime. C'est ça. Puis là, ils se réunissent à la place du Canada, à quelques jours du référendum. Il y a des Québécois qui voient ça puis qui se disent, ben voyons donc, ils n'ont pas à nous dire quoi faire. Surtout qu'ils viennent nous parler en anglais, qu'ils viennent nous dire... c'est ça, ils disent en anglais. C'est ça, ils viennent nous dire « We love you, Québec ». We love you, Québec. We love you, Québec. Mais tu sais, est-ce qu'ils nous aimaient quand ils nous ont trahis en 82, puis est-ce qu'ils nous aimaient quand ils nous ont trahis en 90? Bien, il y a des gens qui ont été impressionnés, puis il y a des gens qui ont été insultés. Fait que je ne sais pas l'exacte influence que ça a eu, là, mais c'était vraiment coup-ci, coup-ça. Ben, en tout cas, puis moi, j'ai même vu quelqu'un qui se promenait en voiture, c'était écrit « Kiss the Canadian, French Canadian today ». Je me disais « Essaye-toi pas ». Il n'y avait personne qui pouvait s'essayer avec vous. Ça n'aurait pas fonctionné pour vous convaincre, ça. Un joli Albertain fraîchement débarqué de l'avion. Mais il aurait été le plus beau homme du monde. En tout cas, c'était pas drôle, ça. C'était vraiment pas drôle. On l'a vraiment mal pris, mais tu sais, c'était l'avant-veille, ça, là, du vote, là. Ce qui était important, c'est de sortir notre vote. Moi, je travaillais toujours pour le Parti québécois dans le comté de Bertrand. Là. On a fait une bonne job parce que le taux de participation était dans les 95 %. Là. Fait que le vote est vraiment sorti. Là. 25 000 votes de différence. Au total... Ouais. Est-ce que c'est le Levin? Est-ce que c'est le fait que le gouvernement fédéral a naturalisé un beaucoup plus grand nombre d'immigrants que normalement cette année-là? Est-ce que c'est les gens qui habitaient dans les comtés limitrophes de la province qui sont allés voter? C'est quoi? On ne sait pas, là. Mais par contre, là, moi, j'étais parfaitement d'accord avec la décision de Parizeau de ne pas contester, là, parce que c'était trop serré. Puis moi, j'ai été longtemps syndicaliste, là. Quand on prend un vote de grève, il ne faut pas qu'il soit à 50,1 %. Il faut qu'il soit beaucoup plus important que ça, parce que quand vous avez autant de monde pour que contre, là, c'est pas fort, là, comme mouvement. Il faut être plus fort que ça. Le prochain référendum, il faudrait que ça soit 60 %.
Oui, il travaille. C'est pour ça qu'on est là. Mais la différence, là, c'est que maintenant, Oui Québec embarque, là. Maintenant, Oui Québec, avant, c'était un mouvement intellectuel. C'était très respecté, tout ça, mais on ne voyait pas, Oui Québec. Là, c'est un mouvement militant, Oui Québec. Camille fait des choses extraordinaires. Elle se promène partout. Les jeunes sont partout. Les étiquettes du Oui qui sont affichées partout. C'est extraordinaire. Je pense que ça va nous donner une bien bonne chance. Un bon En tout élan. cas. Mais- C'est la société civile qui se mobilise. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de 95? Parce que pour des jeunes comme moi et Marc, qui n'ont pas vécu ça, qui sont peut-être encore sur un nuage à se dire « Ah, ça va juste être une autre campagne comme il y en a partout dans le monde. » Alors qu'en 95, ben, il y a quand même des manigances. Oui. Ben, il Malgré va y en avoir le- d'autres. ben, Il va y en c'est avoir ça, ouais. d'autres. C'est sûr, là, il faut se préparer. Mais il y a la différence à 95, là, c'est que je pense que vous n'avez pas dans le on n'a pas, parce que je suis membre du Parti québécois aussi, là, on n'a pas à se battre contre du monde qui sont très, qui backtrack tout le temps, là, tu sais. Il n'y a plus personne là, qui parle d'association. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler depuis bien longtemps. Saint-Pierre Plamondon, il est aussi têtu que Parizeau. Je pense qu'il va le faire, là. En tout cas, je peux pas imaginer qu'il le fasse pas, là. Ça n'aura pas de bon sens, là. Sa base lui pardonnerait pas. Je pense que ça va être... On part sur des meilleures bases, quant à moi. Puis avec les Oui Québec militants, là, ça va faire un acteur de plus, là, dans la campagne. En tout cas, je pense, là. Tu sais, il faudra voir qu'est-ce que ça donne, là. Mais, oui. Ben, je sais pas exactement, mais je sais que j'entendais des fois des critiques sur le fait que l'indépendance tournait trop autour du Parti québécois. Après, est-ce que vous adhérez à ça ou non? Mais en tout cas, tout ce Mais qu'on Oui peut dire... Québec est non partisan. Ben, c'est ça, c'est que le référendum qu'on aura, le 3e, il y a des partis politiques, mais il y a beaucoup une place qui est mise à la société civile. C'est quelque chose qui transcende justement, on l'a dit, les générations, les âges, mais aussi le côté très partisan. C'est quelque chose qui est très plus transpartisan que ce qui était dans les 2 derniers. Bien, Québec solidaire n'était pas là, là. Alors, En c'était plus. pas... Il n'y avait pas ce dilemme-là, là. C'était uniquement le Parti québécois, puis tout le reste du monde contre nous autres. Mais il y avait à l'intérieur du Parti québécois du monde qui grenouillait là, pour adoucir les choses, puis... Moi, j'ai toujours pensé que la vérité était, puis l'engagement clair était la clé. Puis je pense que là-dessus, Plamondon, en tout cas pour l'instant, là, on verra, là, parce qu'il n'est pas encore au pouvoir, là. Mais pour l'instant, là, moi, c'est confiance, là. Et puis, Oui Québec, là, va jouer un rôle important. C'est extraordinaire ce qui se passe à Oui Québec, là, tu sais. Alors, tout à c'est fait. une variante qu'on n'avait pas la dernière fois. Ouais. Puis il va y avoir également la part des médias sociaux, comme Oui, nous, ça, on le c'est fait. quelque chose que dans 95, ça n'existait Ça même pas. n'existait Là. pas, ouais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que des médias sociaux, ça peut être pour, puis ça peut être contre. Hein? Fait qu'on ne sait pas trop. Là. Mais c'est à nous d'investir cette plateforme. Puis d'ailleurs, parlant du référendum de 95 et des médias sociaux, nous, on organise un marathon de 30 heures pour les 30 ans du référendum de 95. Donc, ça va être en ligne, 30 heures de temps. Sur YouTube et Twitch. Donc, vous pouvez nous rejoindre. C'est dans quelques jours, normalement, quand l'épisode va sortir. Donc, rejoignez-nous. On va justement parler de la campagne référendaire. On va regarder des archives, des documentaires. On va avoir également des bonnes entrevues à vous proposer. Ça va être fort intéressant. Puis, on va revenir là-dessus parce que moi, je trouve ça incroyable, juste la soirée référendaire, de voir que le oui gagne. Puis là, tous les espoirs sont permis, puis tout le monde rêve, puis c'est la fête, puis là, ça commence à rentrer, le vote de Montréal, puis là, ça commence à descendre. Puis finalement, on voit que c'est tellement serré, mais il faut s'y pencher, parce qu'on voit toutes les magouilles qu'il y a eu, on voit comment que ça s'est déroulé, puis il faut apprendre de ça pour que la prochaine fois, ça sera la bonne. Mais il y a quelque chose que je pense qui va être intéressant. Là. Le Parti québécois, en tout cas, dit qu'ils veulent avoir des observateurs internationaux. Ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif, parce que les petites manœuvres là, du camp fédéraliste, là, s'il y a des observateurs internationaux, ça va être plus compliqué pour eux autres. Puis c'est surtout Je avec les pense, médias là. sociaux, je veux dire, il y a toute la notion de l'instantanéité. Je veux dire, s'il y a des magouilles qui se font, on va pas le savoir le lendemain, ou on va le savoir la minute près, Ouais. la seconde près. Mais en même temps, ça Ouais. donne plus de possibilités au camp du non de tricher. Ouais, c'est ça. C'est une arme à deux tranchants, parce que les fédéralistes vont faire quelque chose aussi, là.
T'sais, ils peuvent dépenser de l'argent en ben non, je le dirais pas, je vais pas leur donner des trucs. Au fait, aux emplois, ils savent. Hein? Ils savent les trucs. Ouais, ils savent, c'est ça. mais je leur donnerai pas sur un plateau d'argent, malheureusement, pour eux. Parlons justement des têtes blanches pour le oui. Oui. D'où est née l'idée de faire les têtes blanches pour le oui, puis c'est quoi les têtes blanches Ben, pour le avec oui? une amie, Sonia Trépanier, pour ne pas la nommer, là, on est allé à l'Assemblée générale des Oui-Québec. Nous autres, on pensait que c'était toujours les présidents centrales, puis du monde bien important qui se réunissent, là, comme c'était au Conseil de la souveraineté. Puis là, on a vu un paquet de jeunes, puis on a vu du monde dynamique, Camille, entre autres, Goyette-Gingras, qu'on ne connaissait pas, là. Puis, mon Dieu, on s'est dit, mais ça change le mouvement souverainiste. Puis c'est la même chose au Parti québécois. Moi, je fais partie du Parti québécois, Marie-Victorin. Là aussi, il y a plein de jeunes. J'en reviens pas. C'est incroyable parce qu'avant, c'était du monde de mon âge. Tu sais, on a moins d'énergie qu'on a déjà eu, là, nous autres. Là. Fait que là, je regarde Sonia puis j'ai dit, écoute, on va pas laisser juste les jeunes faire ça. Nous autres aussi. Hein? Fait que, faut faire quelque chose. On a dit, on va s'appeler les Têtes blanches pour le oui. Comme dans le temps de 2012, on avait un groupe qui s'appelait Tête blanche, carré rouge. Fait que, on a commencé là. Mais les vieux, là, c'est long, c'est lent. Hein? Fait que ça nous a pris jusqu'au mois de juillet pour rencontrer Camille Gingras, Goyette-Gingras. Puis elle était enchantée de l'idée. On a proposé de mettre ça sur pied. On commence là, vraiment. Là. On ne s'est pas encore donné des vraies structures qu'on va faire incessamment. Mais on a déjà une page Facebook grâce à Alex Valiquette des Oui Québec. Et on fait une assemblée le 21 octobre. Toutes les têtes blanches sont invitées. Puis têtes blanches, là, on ne discrimine pas si ça vous tente de venir. De toute façon, moi, c'est de la teinture. Fait que, fait que, je veux dire, on va essayer de faire notre part parce que c'est le fun, les jeunes, là. Mais je ne veux pas vous décevoir, mais on est plus nombreux que vous autres. Puis, en plus, on vote, nous autres. Alors, c'est important aussi. Puis, on va parler aux vieux le langage qu'ils comprennent. Et puis, avec les moyens qu'ils comprennent, les moyens techniques, les moyens, les médias sociaux, nous autres, on est vous êtes moins sur TikTok. Là-dessus, là. Fait que, on va essayer de faire ça à notre manière, là. Mais il s'agit de les convaincre, qu'eux autres même convainquent leurs amis et leurs enfants, quand d'ailleurs, là, c'est pas défendu. Et puis, on va essayer de faire notre part. Je ne suis pas garantie, mais on va faire notre part. C'est sûr que si on ne fait rien, il ne se passera rien. Fait que, donc, le petit peu on peut faire, ça sera ça. C'est quoi le rôle que vous voulez que les Têtes blanches aient au prochain référendum ou en tout cas à la prochaine pré-campagne? S'ils veulent qu'on intervienne, on trouvera certainement du monde qui seront prêts à intervenir. Ça va nous faire plaisir. Mais on ne sera pas dans des manifs, là, je pense pas. Ouais. Les affaires le soir, pas terrible, surtout pas l'hiver. Mais on peut quand même parler au téléphone, puis on peut faire des courriels, puis notre page Facebook, ça, c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est pas toutes les têtes blanches qui sont sur le Facebook, puis Instagram, puis les affaires de même. Ça, c'est pas pour nous autres. Là. Ça reste quand même que, ultimement, moi, en tout cas, en tant que jeune, je me disais, tu sais, je veux des jeunes dans mon mouvement parce que, justement, je me sens, j'ai des lieux communs avec ces personnes-là, c'est des gens de ma génération, mais cet argument-là, il est aussi valable pour... C'est la même chose pour nous autres, c'est clair. Littéralement le même... Puis on a des souvenirs, nous autres. On a des souvenirs. Moi, les 70, ça m'a pas marqué, mais il y en a que ça a marqué. On va faire attention à ça aussi, là. Puis le référendum, il y en a qui ont été très, très, très déçus quand on s'est impliqué. Là. Puis là, en 95, on s'est impliqué. Là. Tout le monde, on travaillait, notre groupe, là, mais on s'est impliqué là-dedans, puis ça nous a fait bien de la peine. Fait que on va s'en parler, puis on va essayer que... vous avez fait des campagnes. Vous savez, c'est quoi la dynamique d'une campagne référendaire? Nous, on n'a jamais fait ça. On fait des élections, mais c'est pas la même chose qu'un référendum. J'en ai fait une, surtout en 95, là. Moins en 80, parce que j'étais moins enthousiaste, mais oui. Puis organiser des élections. Vous autres, c'est gentil, là, mais on a déjà vu les gros chars passer. On a à apprendre de vous. Oui, beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'on est en meilleure position parce qu'en 95... Mais on veut pas vous dire quoi faire, là. C'est pas notre but, là. On sera pas là en disant « Ah, c'est comme ça, c'est dans mon temps. » Non, pas de ça, là. Mais non, on a à apprendre on veut s'occuper de nous autres, là. Si ça vous tente de nous écouter, c'est beau, mais on n'ira pas vous dire quoi faire. Il nous paraît. On s'est bien dit, là, que... Non, pas... Oui, mais c'est une bonne posture à avoir.
Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est ça, on est en meilleure position qu'en 95 parce que le vote des personnes plus âgées en 95, c'était plus la génération de vos parents qui s'identifiaient plus au Canada comme Canadiens français, alors que vous, votre Surtout génération... en 80. Surtout en 80. Alors Un que peu vous- moins en 95. Un peu moins en là, 95. Mais vous, votre génération, tu sais, vous avez connu justement oui, la oui, Révolution tranquille, vous avez connu la révolution politique, culturelle, sociale et féministe. Ouais. Donc, Absolument. vous êtes en meilleure position de Absolument. voter oui. Les femmes des années 60 sont plus celles des années 80. Vraiment pas, là. Le discours qu'on avait à ce moment-là, et, ça semblerait très étrange à des jeunes de maintenant, là. Si vous aviez un message à passer justement aux têtes blanches qui sont pas nécessairement pour le oui, qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à voter pour le oui? Ben, celle que je connais, là, je connais pas beaucoup de têtes blanches fédéralistes à outrance, là, c'est pas vraiment dans mon cercle, là. Mais celles que je connais qui ont peur là, du prochain référendum en se disant ben, on va perdre encore, puis ça va encore nous coûter cher, etc. Là. Moi, je leur dirais oui, mais dans le contexte actuel, particulièrement parce que les gens ont peur aussi à cause de M. Trump, n'est-ce pas, là? On est pas mal mieux de négocier nos affaires nous autres mêmes. Puis on est capable, vous le savez, qu'on est capable, on a mené le Québec, on est capable de faire ça, puis on est capable de l'amener plus loin. Vous le savez, ça. J'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez. Alors, c'est le temps de laisser ça à nos enfants puis nos petits-enfants. On s'occupe d'environnement. Moi, j'ai 82 ans, j'ai pas 100 ans à vivre, là, mais je m'occupe de ça parce que je veux que mes petits-enfants vivent dans un monde qui a du bon sens. La même affaire pour l'indépendance. Je veux que mes petits-enfants vivent dans leur pays où ils seront majoritaires puis ils prendront les décisions en fonction de leurs intérêts et non pas dans le Canada où les décisions sont prises 1 sur 10, là. Mais on a juste à regarder ce qui se passe maintenant avec la gestion de l'offre, là. Le Canada vient de laisser tomber encore une petite ouverture sur la gestion de l'offre. Les Américains veulent vendre leur fromage directement dans les épiceries. Encore une fois, malgré qu'on a passé des lois au gouvernement fédéral en disant que non, jamais qu'on touchera à ça, il y a une brèche. Ah, puis c'est toujours comme ça. On le sait, on l'a vécu des centaines de fois. Alors, c'est le temps qu'on se prenne en main pour nos enfants puis nos petits-enfants. Pas pour nous autres, là. On est trop vieux. Trouvez-vous que justement c'est le plus beau cadeau que vous pouvez laisser à vos enfants, puis Absolument, l'indépendance c'est le plus beau cadeau que vous Puis pouvez c'est la laisser? plus grosse responsabilité aussi que je leur laisse, là, parce que moi, je leur ai dit, c'est à votre tour maintenant. Moi, les manifs, je suis pas capable. Là, je suis pas capable. Mais c'est à votre tour. Moi, j'ai fait ma part. C'est à votre tour. Fantastique, merci beaucoup. Puis pour les gens donc qui veulent vous rejoindre, vous l'avez mentionné, une page Facebook, Tête Blanche pour le oui, on peut facilement vous retrouver. Oui. Vous allez, j'imagine, publier sur cette page-là vos différentes activités Absolument. qui s'en viennent. Oui, avez... entre autres, notre réunion du 21 octobre. Oui, le 21 octobre, c'est à quelle heure et c'est où? C'est au local de Oui Québec, au 6900 Saint-Hubert. Et Camille Goyette va être la conférencière principale. Fantastique. Avec une petite allumette aussi. Fantastique. Bien, merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. C'était très enrichissant d'entendre tous vos souvenirs parce que nous, on en a entendu parler à travers les livres d'histoire, à travers certains documentaires, mais c'est bon d'avoir une source primaire, comme on dit. Je vous comprends très bien parce que moi, quand mes parents parlaient de Duplessis, ou de la guerre, c'était loin. C'était loin, là. Fait que je vous comprends très bien, je comprends ce que vous vivez, là. Mais j'espère qu'on va vous amener avec nous autres. Bon, on le souhaite. C'est un beau projet intergénérationnel, l'indépendance. On finirait avec la fameuse partie ça ou ça qu'on fait avec nos invités. Si on vous donne 2 choix, puis vous devez choisir rapidement. Allez-y. Donc, lève-tôt ou lève-tard? Oh, je suis lève-tôt. J'ai gardé l'habitude depuis que j'ai des bébés. Et je me lève de bonne heure. Harmonium ou Beau Dommage? Harmonium. J'ai adoré Harmonium. C'est vraiment... Mais Beau Dommage aussi, mais Harmonium. Là, j'avais mis René Lévesque ou Jacques Parizeau, mais je pense que la réponse est simple. Alors, je vais dire Pierre Bourgault ou Jacques Parizeau. Peux-tu prendre les deux? Mais s'il faut trancher, Pierre probablement. Pierre Bourgault, oui. Les colocs ou les cowboys fringants? Oh, j'ai tellement aimé les Cowboys fringants. Oui. Ah oui. Puis même Posé, là, son dernier disque, là, vraiment, j'apprécie beaucoup. Oui. Ginette Renault ou Céline Dion? L'une l'autre. C'est moins dans vos cordes. Pauline Julien ou André Ferretti? Oh là là, les deux. Les deux.
Je peux pas choisir. Parce qu'André Ferretti n'était pas chanteuse, là. Pauline Julien comme chanteuse, c'est sûr, là. Puis même comme chanteuse féministe, là, indépendantiste, mais féministe aussi, là. C'est extraordinaire. Mais André Ferretti aussi, là, amener le RN vers la gauche, vers les ouvriers, le mouvement ouvrier. Les deux. Québec pays avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement de gauche? Ça, là, c'était un débat, un grand débat parce que vous êtes passé par-dessus, mais dans les années 80, je faisais aussi partie du mouvement socialiste qui avait été fondé par Marcel Pépin. Pour moi, la gauche, c'est quelque chose de très important. Maintenant, est-ce que je suis prête à sacrifier le pays pour... Mais je suis pas capable de répondre à ça. Vraiment, là, ça m'embête beaucoup, mais je pense que quand même, c'est important d'avoir notre pays, puis après ça, on réglera la question de gauche-droite. Mais je voudrais pas, par exemple, que le Parti conservateur du Québec fasse l'indépendance. J'haïrais ça, là. Mais même si je pense qu'on pourrait se donner une bonne chance de le changer après, là... Ça va être une société démocratique où Ouais. on va avoir des gouvernements de gauche, de droite. Il faudrait pas que ce soit comme... Non, mais c'est dans l'optique... Le géant orange de l'autre bord, là. C'est vraiment dans l'optique où on aurait un gouvernement de droite, mais que le Québec ne serait pas nécessairement avec une constitution de droite. Ouais. La Constitution, j'espère que, contrairement à ce que la CAQ propose, là, j'espère qu'il va y avoir une constituante ou un processus d'approbation, là, pas juste une loi, puis un peu comme Trudeau a fait avec la Constitution de 82. Là, On ne veut pas se faire imposer une constitution. Et finalement, la dernière question, convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence ponctuelle. Pas convergence pour la convergence, mais pour des batailles, là, comme par exemple pour le référendum, oui. Mais contrairement à ce qui s'est passé au Parti québécois, je trouve pas que ça soit mauvais d'avoir des partis indépendantistes de différentes tendances sur le spectre gauche-droite, là, ou environnementaliste. Là. Je pense pas que c'est un problème, là, mais il faut être tout ensemble au moment du référendum. Ça, c'est clair. C'est la seule façon de gagner. Comme les syndicats, ils restent indépendants puis ils sont ensemble au moment du Front commun. Exact. C'est des convergences ponctuelles. C'est la seule façon Écoutez, que Françoise David puis que Lucien Bouchard se soient entendus ensemble pendant la campagne de 95, est-tu plus différent que Françoise David puis Lucien Bouchard? Même Éric Duhem était dans le camp du oui, avec Françoise David. Ça, je savais pas. Ouais. Ah, bon, mon Dieu. Imaginez. Là, je le savais pas. Là. Imaginez. Donc, Mon on peut... Moi, j'aimerais ça, voir ça encore de nos jours, de voir Ruba Gazal puis Éric Duhem. C'est ça, l'indépendance, c'est de pouvoir se donner un pays puis de travailler ensemble. Ça soit ensemble. Oui Québec aussi. Oui, ça prend la société civile, puis ça prend Génération Oui aussi, puis ça prend les têtes blanches pour le oui et tout ce beau monde-là. Je vous remets un cadeau de la boutique 50% plus 1, donc des petites décorations. Oh, merci beaucoup. Donc, une belle fleur de lys en imprimé 3D au Québec avec un porte-clés également avec la fleur de lys et un beau collant. Un beau collant du oui. Donc, je vous remercie. Je vous donne également un beau macaron. Un beau macaron Québec libre que les gens peuvent se procurer sur la boutique 50% plus 1. Ils ont même un code promo Génération Oui tout en majuscule. Puis tous les profits vont au Oui Québec et une partie vient même à Génération Oui. On les remercie de nous soutenir. Je vous remercie aussi parce que vous m'avez remis le projet de loi sur l'avenir du Québec. C'est très gentil. J'ai maintenant une copie papier. Je vous remercie énormément pour ça. Donc, on invite les gens. On est de plus en plus nombreux sur nos différents canaux de communication. Bientôt 10 000 personnes sur notre page Facebook. On est bientôt aussi à 4 000 abonnés sur YouTube. C'est énorme. On vous remercie de nous soutenir. Si vous voulez aider le Camp du Oui, c'est vraiment une bonne façon de faire travailler l'algorithme au profit du Camp du Oui. Donc, on vous invite à vous abonner, à partager cet épisode si vous avez aimé notre entretien, à aimer également. Je veux vous voir aimer la vidéo, commenter, partager. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous jaser. Ça fait plaisir. Et sur ce, nous, on se dit à la prochaine fois.